Et voici Pax, un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs avec aussi une version solo. C'est un jeu de Bernd Eisenstein, édité par Iron Game et qui se joue à partir de 10 ans. Au niveau du matériel, évidemment des cartes, nous avons d'abord 4 cartes d'aide de jeu qui pourront être distribuées aux joueurs. Ensuite, nous avons des cartes Orei, effectivement c'est la monnaie de Rome. Nous avons des cartes 1 Orei et des cartes 2 Orei. Ensuite, nous avons des cartes Légion qui ont un numéro sur la tente allant de 1 à 5. On a ensuite un paquet de cartes influence, dans lesquelles il y a 5 types de cartes, en fait, alors que je vais vous montrer rapidement. Nous avons des terrains, Praedium, nous avons des légionnaires, Legionarius, nous avons des flottes, Navis Longa, nous avons des sénateurs, Senator, de la religion, Religio, de la richesse, In Floribus, et enfin des cartes de conspiration, Conspiratio. Voilà, donc à chaque fois il y a un petit symbole en haut pour les reconnaître, mais nous en reparlerons plus tard. Ensuite nous avons une carte de premier conspirateur, chef des conspirateurs si vous voulez, Primus Conspiratus, et une carte de premier joueur, Primus. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes à Rome au temps des révoltes d'esclaves et des révoltes de gladiateurs, dont le plus célèbre est certainement Spartacus. Voilà pourquoi il est représenté au dos des cartes d'influence. Et en fait, chaque joueur va incarner un groupe d'esclaves qui va tenter d'étendre son influence dans différents domaines, ce que je vous ai présenté, et que Rome va tenter de mater afin de rétablir la Pax Romana, d'où le nom du jeu. Il vous faudra donc tenter d'agrandir votre influence dans chacun des 7 domaines présents afin d'être plus fort que Rome, qui va elle aussi, augmenter en puissance, et il faudra être meilleur que vos adversaires aussi. Alors attention, Rome pourra peut-être gagner la révolte d'esclaves, et peut-être que certains pourront trahir pour aider Rome à mater la révolte des esclaves, ou sinon, les joueurs vont gagner contre Rome, et celui qui aura le plus étendu son influence remportera la partie. Pour préparer le jeu, tout d'abord nous allons prendre les cartes Orei et on va les disposer sur le côté en une banque de 1 et de 2. Ensuite on va bien mélanger le paquet de cartes influence et on va retirer un certain nombre de cartes si vous jouez à moins de 4 joueurs. À 4 joueurs on utilise l'intégralité des cartes influence, alors qu'à 2 joueurs on retirera 20 cartes qu'on remettra au hasard dans la boîte et on retirera 10 cartes si on joue à 3 joueurs. Ce paquet d'influence est disposé au milieu du jeu, et ensuite on va s'occuper des cartes Légion. Vous allez prendre une Légion de plus que le nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2 joueurs, vous prendrez les 3 premières cartes Légion, à 3 joueurs les 4 premières, et à 4 joueurs on utilisera l'intégralité de ces cartes Légion qu'on va disposer les unes à côté des autres au centre de la table. Ensuite, vous allez prendre les 3 premières cartes influence que vous allez poser face cachée au-dessus des cartes de Légion. Elles vont représenter la puissance militaire de Rome de base, sauf que on ne la connaît pas puisqu'on va disposer ces cartes face cachée. Chacun reçoit sa carte d'aide de jeu et va aussi prendre 5 Orei de la banque. Alors voilà, 2 et 2, et 1 par exemple, et on les pose face cachée. Au fur et à mesure du jeu, les autres joueurs ne sauront pas forcément ce qu'il vous reste en Orei dans la main. Ensuite, un joueur a désigné premier joueur, par exemple le plus révolté, Spartacus. Il prend la carte Primus, qu'il va placer devant lui. La carte Primus Conspiratus est pour l'instant laissée de côté. Et ensuite, ce premier joueur va piocher 2 cartes sur le dessus du paquet pour les ajouter à sa main, 2 cartes influence. On passe au joueur suivant qui va piocher une carte de plus, donc 3 cartes. Le suivant va piocher 4 cartes, et le dernier, par exemple, si on joue à 4, prendra 5 cartes. Chaque joueur peut alors consulter secrètement sa main de cartes influence, parmi celles qu'il a piochées comme ceci en début de partie, et il va devoir en sélectionner qu'une seule qu'il va garder dans sa main. Donc, en fonction du jeu, je vais d'abord vous expliquer les règles, on choisit en fait celle qu'on garde, et les autres qui ne sont pas sélectionnées vont être remises face cachée sous la pioche de cartes. Donc on peut le faire dans n'importe quel ordre, de façon à ce que tout le monde se retrouve avec une seule carte sélectionnée. Lorsque tout le monde a bien choisi sa carte, eh bien on va faire l'installation de base en tirant des cartes qu'on va placer sous chaque légion. On va placer une carte sous chaque légion par rapport à la petite flèche qui est dessinée ici.
Et on est prêt à démarrer la partie par le premier joueur. Alors, lors du tour d'un joueur, celui-ci peut réaliser 3 actions. La première action est obligatoire, c'est piocher des cartes. La deuxième action est facultative, c'est acheter des cartes. La troisième action est poser des cartes et recevoir des revenus. Et elle est aussi facultative, on n'est pas obligé de poser des cartes. Ou bien, à la place de tout ça, un joueur peut dire je passe mon tour, je ne fais rien, je reçois juste 2 oreilles de la banque que je rajoute à ma réserve, mais comme je n'ai rien fait dans ce tour, j'ai le droit de regarder les 3 cartes face cachée qu'on a placées pour la puissance de Rome. Bon, c'est une action qu'on effectue en général assez rarement, car il est toujours plus intéressant de recevoir des cartes. Alors, premièrement, piocher des cartes. Lors de votre tour, vous allez devoir piocher 3 cartes, une par une, et chacune de ces cartes devront être placées soit sous une légion, soit dans votre main, soit sous le paquet. Et sur ces 3 cartes, chacune va devoir se retrouver à un endroit particulier. Vous allez donc en mettre une forcément devant les légions, une dans votre main et une sous le paquet. Sauf que vous allez devoir décider au fur et à mesure que vous piochez. Donc par exemple, je pioche la première carte, c'est une double flotte. Je décide immédiatement, est-ce que je veux la prendre dans ma main? Est-ce que je veux la jouer sous une légion? Alors je peux la jouer à n'importe quel endroit sous une légion. Ou bien est-ce que je dis que c'est celle que je vais défausser sous le paquet de cartes? Dans cet exemple, je pourrais décider par exemple de la garder en main, car normalement elle coûte 3, et que là, en la gardant dans ma main, c'est une action gratuite qui ne me coûte rien. Donc je tire ma deuxième carte, là c'est une conspiratio qui vaut 1, effectivement c'est le nombre de symboles à chaque fois qui indique combien vaut la carte, elle peut valoir 1 ou 2. Donc là, par exemple, en main, j'en ai une qui vaut 2 de conspiration. Je décide donc, est-ce que je la pose en jeu ou est-ce que je la place sous quelque chose? Par exemple, je pourrais décider de la poser ici, sur la religio, qui vaut 3. Enfin, je tire la troisième carte, et là, je n'ai pas le choix. La dernière chose que je n'ai pas fait, c'est la défausser sous le paquet. Là, je suis obligé de défausser cette carte sous le paquet. Hop. En deuxième phase, je peux ensuite décider d'acheter des cartes qui se trouvent sous une des légions qui ont été placées. Donc je peux acheter n'importe laquelle de ces cartes-là, mais par contre je ne peux pas acheter sur 2 endroits de légion. Je ne peux choisir qu'à un seul endroit. Donc là par exemple, j'ai placé exprès cette carte ici, parce que j'ai vu que le total faisait en pièces 4, et que j'ai suffisamment, en début de partie, puisqu'on m'a distribué 5, pour pouvoir acquérir ces cartes. Je décide donc de le faire, d'acheter, mais je ne suis pas obligé d'acheter. Je paye 4 à la banque et je récupère ces 2 cartes que je prends aussi en main. Troisième action possible lors d'un tour, celle de commencer à poser des cartes influence devant moi pour marquer des points par rapport à Rome. Alors, c'est le nombre de symboles qui vont me rapporter des points dans chacune des 7 catégories qui existent. Mais lors de mon tour, si je pose une seule carte, elle me coûtera 0 à poser. Par contre, si je décide de poser une deuxième carte, elle me coûtera 1. Si je dois poser une troisième carte, elle me coûtera 2, etc. Donc si par exemple je décide de poser 3 cartes, la première 0, la deuxième 1, la troisième 2, ça me coûtera 3 oreilles au total. Donc là par exemple je n'ai qu'un seul oreille, donc je ne peux placer que 2 cartes si je veux. Donc là imaginons que je décide de poser une seule carte, je vous expliquerai ensuite les subtilités. Je pose une carte religion devant moi. Les sous qui sont dessinés sur cette religion n'ont rien à voir à ce moment-là du jeu, c'est uniquement pour les acheter au centre du jeu que ça a un rapport. Donc là, je la pose gratuitement devant moi, et après avoir posé une ou plusieurs cartes, je vais recevoir mes revenus en fonction de l'endroit où j'ai joué le plus de cartes dans une des catégories, car effectivement, je vais faire une pile pour chacune de mes catégories. Pour l'instant, ici, c'est donc la religion, là où j'ai le plus de cartes, puisque j'en ai qu'une. Et comme il y a une seule carte, je reçois un seul aureus de la banque que je rajoute à ma main. Alors, attention, je vous ai dit que cette action de poser des cartes est facultative. J'aurais pu décider de garder cette carte en main et de passer la phase de pause. À ce moment-là, si je ne pose aucune carte lors de mon tour, je reçois 2 oreilles de la banque.
On passe alors au joueur suivant qui procède de même. D'abord tirer des cartes. Hop, la première, alors évidemment il ne la montre pas, hein, il regarde et il décide ce qu'il en fait. Donc imaginons qu'il décide de la rajouter celle-ci à sa main. La deuxième, il attire une religion, il décide de la poser en jeu ou de la placer dessous. Hein. On fait évidemment les choses dans l'ordre qu'on veut. Donc par exemple, il pourrait décider de la poser ici. Et la troisième carte, il n'a pas le choix, enfin il la montre pas, pareil, il la regarde et ensuite il décide, il la pose obligatoirement sous le paquet de cartes puisque c'est le seul endroit où il n'a pas encore joué. Pour sa phase d'achat, il décide de payer 4 pour acheter cette zone de légion qu'il ajoute à sa main, et ensuite il passe à la pose de cartes, il décide de poser un terrain et de poser une galère, hop, devant lui. Comme il a posé 2 cartes, la première coûte 0, la deuxième vaut 1, et bien il paye 1 à la banque pour avoir le droit de faire ceci. Ensuite, il reçoit des revenus par rapport à l'endroit où il a le plus de cartes dans une des couleurs. Donc là, il n'a que 1 dans 2 catégories. Donc il prend 1 de la banque qu'il prend en revenu et on passe au joueur d'après. Alors attention aux règles de pose des cartes d'influence. Effectivement, il y a certaines cartes que vous avez le droit de poser de façon normale, comme la religion, comme les sénateurs et comme la richesse. Ces cartes ne nécessitent rien, pour avoir droit d'être posées sur la table. En revanche, vous avez les armées qui correspondent aux bateaux et aux légionnaires. Eh bien, ceux-ci ne peuvent être posés devant vous que si vous avez un endroit pour les accueillir, c'est-à-dire d'avoir un terrain correspondant. Alors, c'est résumé un peu sur la carte au-dessus. Effectivement, chaque symbole de terrain va vous permettre de recevoir au choix soit un navire, soit une légion. Donc je n'ai pas le droit de poser un légionnaire tout seul si je n'ai pas un terrain pour l'accueillir, et je n'ai pas le droit de poser une galère toute seule si je n'ai pas non plus un terrain pour l'accueillir. Mais heureusement, il y a aussi les conspirations qui font la même chose. Effectivement, chaque symbole de conspiration posé devant vous vous permet de poser une galère ou une légion. Donc voilà, mais par contre, attention quand même à la conspiration, car au moment où vous allez poser une carte de conspiration devant vous, eh bien vous n'allez pas recevoir du tout de revenus à ce tour. Nous avons vu qu'à chaque fois qu'on pose des cartes, on va recevoir des sous par rapport au nombre de cartes de même type qu'on a le plus devant soi. Eh bien si vous posez une conspiration, vous ne recevrez rien pour ce tour. Alors, imaginons que le joueur suivant ait justement pioché ces 3 cartes et décide d'acquérir en fait ces cartes-là en payant 2 à la banque, puisque c'est le coût total. Il prend ces 2 cartes en main et il décide de les jouer. Il joue la première devant lui, conspiration, la deuxième, et il décide même d'en jouer une troisième car il a suffisamment de cartes en main et il joue donc une richesse. Et bien, après avoir joué ces 3 cartes, comme il a joué une conspiration, et bien malheureusement, il ne reçoit pas son revenu. En revanche, dès qu'un joueur pose une conspiration, eh bien, il va recevoir la carte de premier conspirateur qu'il va pouvoir placer devant lui, comme ceci. Si jamais un autre joueur à un moment pose une autre carte de conspiration, on regardera qui est le joueur avec le plus de symboles de conspiration, et c'est lui qui deviendra le nouveau Primus Conspiratus. Donc cette carte peut changer de place. Par contre, si un joueur parvient au même niveau que le joueur qui a déjà la carte, eh bien il ne lui prend pas cette carte. Il faut le dépasser pour pouvoir lui prendre. Pour le joueur suivant, imaginons qu'il tire une carte, il dit qu'elle ne l'intéresse pas, il décide de la défausser complètement. Ensuite, il pioche une deuxième carte, il décide de la jouer, en fait, et il la place où il veut sur le jeu. Alors, on peut très bien la placer sur un endroit vide, ou bien la rajouter à un endroit où il y a déjà quelqu'un. Donc, par exemple, comme ceci. Et la troisième, et bien là, il est obligé de la prendre en main, puisque c'est la dernière des 3 possibilités qu'il n'a pas faites. Il achète ensuite ces cartes-là pour un total de 3, qu'il va donc payer à la banque. Toc, il récupère ses cartes et il décide d'en jouer devant lui. Il va jouer un sénateur et il va jouer une autre carte en plus qu'il a devant lui, enfin qu'il a dans sa main, pardon, en gardant l'autre dans sa main. Hop, une richesse. Alors là, comme il pose les 2 cartes comme ceci, eh bien la deuxième, évidemment, lui coûte 1. Donc il va payer immédiatement à la banque pour avoir le droit de la placer.
Et ensuite, il reçoit ses revenus, mais attention, il va gagner un peu plus de revenus grâce au sénateur. Effectivement, à chaque fois que vous allez jouer un sénateur devant vous, eh bien vous aurez droit à une pièce de revenus supplémentaire. Donc là, normalement, sa carte, enfin l'endroit où il a le plus de cartes, eh bien c'est 1. Et bien plus 1 grâce au sénateur, il va donc recevoir 2 exceptionnellement de la banque. Et maintenant que chaque joueur a joué une fois, eh bien la manche prend fin. À la fin d'une manche, on va regarder sous les cartes Légion pour voir quel est l'endroit où il y a le plus d'or sur les cartes. Donc là, c'est facile, sur ce premier tour, il n'y a qu'une seule carte. Donc l'endroit où il y en a le plus, on prend toutes les cartes et on va les placer dans la puissance de Rome. Cette puissance va s'ajouter aux cartes que l'on a placées face cachée en début de partie. On va alors regarder qui a la carte de Primus Conspiratus. Donc là, un seul joueur a joué une carte Conspiration, c'est lui qui a pris cette carte. Eh bien, il va devenir premier joueur et il prend donc la carte Primus. Et ensuite, avant que ce joueur ne commence à jouer, eh bien, on va rajouter des cartes sous les légions où il n'y a plus de cartes. Donc là, dans cet exemple, eh bien, ça va être partout, car on a acheté en fait toutes les cartes qui s'y trouvaient. Évidemment, au premier tour, on avait 5 Aureus. Mais ça va changer maintenant, parce qu'on va en avoir moins. Alors, en imaginant que notre premier joueur a déjà pioché ses 3 cartes, ensuite il décide de poser un sénateur avec 2 symboles de parchemin, et de rajouter une fortune avec un symbole de raisin. Il va payer évidemment 1 à la banque car il a joué une carte en plus de la première qui est gratuite, et ensuite il va recevoir ses revenus. Il regarde l'endroit où il a le plus de cartes. Le plus de cartes jouées, c'est sur la fortune. Il y en a 2, ça va donc lui rapporter 2 Aureus. Et en plus de ça, comme il a joué un sénateur, ça lui rapporte plus 1, donc exceptionnellement, pour ce tour, il va recevoir 3 de revenus qu'il va pouvoir ajouter à sa main. Encore un exemple pour le deuxième joueur qui décide de poser une carte ici parmi les 3 qu'il a piochées, une en main et une sous le paquet, et ensuite il décide de ne pas acheter. Il a fait exprès de poser ici pour que ça fasse un total de 5 et que personne ne puisse l'acheter, et il décide de passer son tour d'achat, on n'est pas obligé d'acheter, et par contre de poser des cartes, et il décide de poser 3 conspirations d'un coup. Oh là là, c'est spécial, car effectivement, déjà ça va lui coûter 3, 0 pour la première carte, 1 pour la deuxième et 2 pour la troisième, donc 3 au total qu'il paye à la banque, et par contre il n'a pas de revenus, car je vous rappelle que lorsqu'on pose des conspirations, on ne reçoit pas de revenus. Par contre il dépasse le premier joueur en nombre de cartes conspiration, il devient donc Primus Conspiratus, et ce sera certainement lui, le premier joueur donc au tour d'après. Alors, les 3e et 4e joueurs ayant décidé de ne pas acheter des cartes et ayant été obligés de placer de nouvelles cartes sur le jeu, eh bien cette fois-ci, il y a beaucoup plus de monde à la fin de la manche. Et donc, on va regarder l'endroit où il y a plus de sous. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien c'est cet endroit-là qui est le plus puissant. Eh bien cet endroit est acquis par Rome. Et donc, à la fin de la manche, hop, on va placer ces cartes en haut, de façon à ce qu'on distingue bien combien il y a de symboles de chaque type. Alors, on va pousser un petit peu pour pas confondre les cartes de ce joueur avec celles de Rome, car effectivement les joueurs vont tenter de dépasser Rome dans les domaines. Alors, précision, si jamais il y a une égalité en nombre de sous par rapport à 2 piles de cartes se trouvant sous une légion, eh bien on enlèvera celle qui se trouve avec le plus petit chiffre de légion, c'est elle qui ira sur Rome. Une fois donc qu'on a fait ceci, on rajoute des cartes sur les endroits où il n'y a plus de cartes, donc là, une carte ici par exemple, et une carte là. Le nouveau Primus Conspiratus, si il a changé, donc là par exemple il a changé, devient premier joueur, hop, et c'est reparti à partir de ce joueur-là. Alors je vous rappelle que lors du tour d'un joueur, celui-ci peut décider de passer complètement son tour de jeu pour regarder les 3 cartes qui sont ici. Par exemple, ce joueur-là, après avoir joué ses conspirations au tour d'après et n'avoir pas eu de revenus, eh bien il n'a plus de sous en main. Et bien tant qu'à faire, il se dit, tant qu'à faire, de toute façon, vu que je vais pas avoir de sous, je préfère passer mon tour complètement, je ne vais pas piocher de cartes, pas acheter et pas poser de cartes, mais par contre, je vais regarder secrètement les cartes qui sont posées sur Rome pour savoir en fait quelle est la valeur de la force de Rome. Après avoir fait ceci, il reçoit quand même 2 Auréi de la banque en bonus.
Mais parlons maintenant des autres capacités spéciales de cartes. Effectivement, la religion. Donc là, par exemple, ce joueur a déjà posé 3 symboles de religion devant lui. Et effectivement, sur la carte, il y a marqué que lorsqu'on a 3 symboles de religion, on a le droit de piocher une carte en plus lors de son tour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand c'est à lui de jouer et qu'il doit piocher les cartes qui sont ici, eh bien, au lieu de piocher une seule carte, il va piocher 2 cartes. Et donc, grâce à ces 2 cartes, il va pouvoir choisir, toujours pareil, laquelle il va garder en main, laquelle il va placer en jeu et laquelle il va placer sous le paquet. Donc ça lui donne déjà, en fait, plus de possibilités. Après avoir choisi ces 2 cartes, donc par exemple, là, il pourrait dire, je garde la fortune, et puis celle-ci, j'ai pas envie qu'elle aille sur Rome, donc je vais la placer face cachée sous le paquet. Eh bien, il tire sa 3e carte, par contre, toute seule, et là, il est obligé, évidemment, de la placer ici, puisque c'est le seul endroit où il n'a pas joué. Donc, il décide de la poser, par exemple, là. Alors, si un joueur parvient à poser 6 symboles de religion devant lui ou plus, eh bien, il piochera ces 3 cartes à la fois avant de choisir comment il est réparti. Alors, que font les cartes de fortune? Eh bien, ça fonctionne un peu sur le même principe. Il faut avoir 3 symboles de fortune pour avoir une réduction de 1 lorsqu'on achète sur un des endroits. Si vous arrivez à avoir 6 symboles de fortune, 6 grappes de raisin, eh bien, vous aurez une réduction de 2 à chaque fois que vous faites des achats au centre. Autant dire que c'est une carte quand même relativement intéressante. Donc là, notre joueur pourrait dire, maintenant que j'ai 3, je décide d'acheter ici, ça ne me coûte que 2, hop, je la pose, et je la prends en main. Et ensuite, je me pose donc justement encore plus de fortune d'un coup. La 2e carte me coûte 1 que je paye à la banque, et je vais recevoir 4 de revenus. Alors, quelle est la capacité des armées? Nous avons vu donc les légionnaires qui sont symbolisés par les boucliers. Si vous arrivez à poser devant vous 3 boucliers, eh bien en fin de partie, vous aurez un bonus qui considérera que vous avez un bateau de plus virtuel. Et pareil pour les bateaux, mais à l'inverse, si vous avez 3 bateaux en fin de partie, eh bien ça vous rajoutera un légionnaire de plus. Évidemment, si vous avez 6 bateaux, 2 légionnaires de plus par rapport à ce que vous avez, et donc ils seront comptabilisés dans le nombre de symboles que vous aurez par rapport à Rome. Alors évidemment, le choix des cartes est assez tactique. Là par exemple, c'est à ce joueur-ci de jouer, hop, il pioche une carte sénateur à 2, c'est intéressant, effectivement, il a déjà un sénateur, s'il arrivait à poser cette carte, ça lui ferait 3 symboles de sénateur, et il dépasserait Rome, ce qu'il faut essayer de faire. Comme il a vu précédemment ces 3 cartes, il sait qu'il n'y a pas de sénateur supplémentaire, il aura donc un bonus. En plus, le sénateur va lui rapporter une pièce supplémentaire s'il le pose lors d'un tour. Donc là, il décide, sans réfléchir plus, que pour 3 pièces, il garde le sénateur. Ensuite, il tire une 2e carte. Ah, c'était aussi un sénateur. Le problème, c'est que s'il le joue ici, il risque de partir chez Rome, et si Rome se retrouve avec 2 sénateurs, eh bien, ça va être plus difficile de garder la distance avec elle. Donc, il décide, par exemple, de placer cette carte sous le paquet pour qu'elle disparaisse définitivement et qu'elle ne profite même à aucun autre joueur. Et en 3e, il tire une galère, et bien là, malheureusement, il est obligé de la poser quelque part sur un jeu. Alors, est-ce qu'il va la poser à un endroit où il peut acheter le paquet de cartes, ou est-ce qu'il va faire exprès de la poser pour que Rome gagne dans cette catégorie-là? Enfin voilà, il y a plein de choix possibles. Effectivement, on sait que c'est l'endroit où il y a plus de pièces qui va partir à Rome, donc là, pour l'instant, par exemple, on sait que c'est cet endroit-là, puisqu'il y a 4 pièces. Si je la mets avec, il y a de grandes chances qu'elle parte ici, puisqu'il y aura peu de joueurs qui vont pouvoir dépenser 5 pièces pour l'acquérir. Mais voilà, si par contre je la pose ici, ça fera 4 pièces contre 4 pièces. Comme on sait que c'est l'endroit avec le plus petit numéro qui part à Rome, eh bien éventuellement ce sera cet endroit qui partira. Et donc ça va changer aussi les valeurs pour les bateaux et pour les temples. Donc voilà, il y a plein de petites tactiques comme ça à bien réfléchir à chaque fois que l'on joue. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à une condition de fin. Alors, plusieurs possibilités. Soit on est au début d'un round et au moment où on doit remplir les légions, il n'y a plus assez de cartes dans la pioche pour remplir toutes les légions vides. Soit pendant le tour d'un joueur, en fait, eh bien, il vide le paquet et donc il ne peut plus piocher.
Donc à partir de là, en fait, si on termine de cette façon-là, par contre, eh bien, les joueurs vont finir le tour en cours, qui avait été débuté, et s'ils ne peuvent pas piocher pour la mettre dans leur main, pour mettre une carte dans leur main, eh bien, à la place, ils recevront, donc là, imaginons que justement ce soit le premier joueur, hop, il pioche cette carte-là, il choisit, est-ce qu'il la remet là, mais il va repiocher la même, donc ça ne va servir à rien. Donc, est-ce qu'il la place ici ou est-ce qu'il la prend en main? Imaginons qu'il décide de la prendre en main. Eh bien, il ne peut plus piocher, donc c'est fini, le paquet est vide, et donc il va continuer son tour normalement en réalisant quand même ses achats éventuels. Une fois qu'il aura terminé, on finira le tour avec les joueurs qui n'ont pas encore joué, comme eux ne pourront pas piocher de cartes à mettre en main, eh bien à la place de cette phase de pioche, ils piocheront 2 de la banque qu'ils rajouteront à leur main avant de finir leur tour normalement. Lorsque la partie prend fin, vous allez donc pouvoir révéler les 3 cartes qui avaient été placées face cachée en début de partie pour les ajouter à la puissance de Rome sur la catégorie correspondante. Donc là, par exemple, comme ceci. Et les cartes qui n'ont pas été sélectionnées et qui sont restées sous les légions vont aussi, en fait, rejoindre Rome. On va ensuite vérifier si Rome ne gagne pas contre les joueurs esclaves. Donc on va regarder pour chacune des 7 catégories si Rome a plus de symboles que les joueurs qui se trouvent autour de la table. Donc là, par exemple, pour les navires, elle en a 2, elle n'a donc pas le bonus qui lui permettra de rajouter +1 aux légionnaires, donc seulement 2 navires. On regarde, est-ce qu'un joueur, au moins autour de la table, a plus de 2 navires? Oui, c'est le cas, ce joueur-là a 3 navires, donc Rome ne gagne pas sur cette catégorie. Pour les sénateurs, elle en a 4, on regarde, malheureusement, le joueur avec le maximum de sénateurs en a 4, il y a même 2 joueurs qui ont 4, donc ça ne suffit pas pour battre Rome, il faut effectivement avoir plus qu'elle pour pouvoir la battre. Donc là, c'est Rome qui l'emporte avec son sénateur. Ensuite, on regarde sur la conspiration, elle a 5 symboles de petites dagues. Ce joueur-là qui a le plus de conspiration en a 5, et bien malheureusement, il ne gagne pas non plus, donc c'est encore Rome qui gagne sur la conspiration. Ensuite, on regarde sur les terrains, par contre, elle ne gagne pas par rapport au terrain, ce joueur-là en a beaucoup plus. Sur la religion, elle en a 3, elle ne gagne pas non plus, un joueur en a plus. Et enfin, sur les légionnaires, eh bien là, pour les légionnaires, c'est elle qui l'emporte. Sur la dernière catégorie, la richesse, dans cet exemple, elle n'en avait pas eu. Et donc, comme elle gagne seulement dans 3 catégories, eh bien Rome ne remporte pas la partie. En revanche, si elle avait gagné dans au moins 4 de ces catégories, eh bien ça aurait été Rome qui avait gagné. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a la carte à ce moment-là de Primus Conspiratus qui emporte le jeu. Donc voilà, par exemple, ce joueur a peut-être essayé en fait de faire gagner Rome en étant Primus Conspiratus pendant toute la partie et en espérant en fait que Rome l'emporte pour que ce soit lui qui soit déclaré vainqueur par rapport à ses adversaires. Mais là, ça n'a pas marché, car les joueurs ont gagné contre Rome. En plus de ça, je m'aperçois que mon exemple est faux, car j'ai 3 navires pour ce joueur-là. Comme il a 3 navires, il a droit à un bonus qui lui fait une armée supplémentaire. Donc il n'a pas seulement 2 légionnaires, il est considéré comme ayant 3 légionnaires. Comme il a 3 légionnaires contre Rome, qui n'en a que 2, car il n'a pas le bonus de flotte, eh bien en fait, Rome ne gagne pas non plus sur les légionnaires, et donc dans cet exemple, ne gagne que sur 2 catégories. Donc on a bien gagné contre Rome, et on va pouvoir compter les points. Alors, comment compte-t-on les points pour un joueur, pour savoir qui a gagné lorsqu'on a remporté contre Rome? Eh bien, on peut s'aider de la petite carte d'aide de jeu. Tout d'abord, en fait, on va marquer 2 points par catégorie qu'on a posée sur la table. Il y a 7 catégories, on peut donc marquer au maximum 14 points. Donc là, par exemple, ce joueur-là a joué seulement 6 catégories sur la table, ça va donc lui rapporter 12 points. Ensuite, on va regarder si le joueur a battu Rome dans certains domaines. Donc là, par exemple, pas battu sur les sénateurs, car Rome en a 4 et j'en ai qu'un. Pas battu sur la religion, car Rome en a 3 et j'en ai que 2. Par contre, je le bats sur les terrains, comme Rome n'a que 3 et que j'ai beaucoup plus, j'ai gagné ici. Je gagne aussi sur les bateaux, j'en ai 3 contre 2 pour Rome. Sur les richesses, car Rome n'en a pas. Et enfin, sur les légionnaires, puisque nous avons vu que j'ai un bonus de +1, donc je suis considéré comme ayant 3 légionnaires, j'ai gagné ici aussi. Je gagne donc dans 4 catégories face à Rome,
Et là, je vais marquer 3 points par catégorie sur laquelle je suis plus forte que Rome. Donc là, 3 x 4, 12 points de gagner en plus. Ensuite, on va regarder sur la petite feuille, je vais aussi marquer 1 point par armée. Donc évidemment, c'est plus intéressant de connaître ceci avant de jouer, car chaque armée, que ce soit des légionnaires ou des galères, vont me rapporter 1 point par symbole. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, plus le bonus, 6, ça me fait plus 6 points. Ensuite, il y a aussi 1 point bonus d'accordé au joueur qui finit en Primus Conspiratus, donc celui qui a cette carte-là. Donc là, par exemple, ce n'est pas ce joueur, donc il ne marque pas ce bonus, qui n'est que de 1 point, donc ce n'est pas non plus terrible. Et enfin, un joueur va marquer 4 points supplémentaires, et un seul joueur va marquer ces 4 points par rapport à l'argent restant en main. On va compter l'argent restant en main de chaque joueur, et celui qui en a le plus l'emporte, en sachant que les cartes d'influence qu'on a gardées en main et qu'on n'a pas réussi à poser vont toutes valoir un oreiller. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce joueur a 8, on va regarder si quelqu'un a plus pour savoir si c'est lui qui remporte le bonus de 4 points ou pas. Évidemment, c'est le joueur qui obtiendra le plus de points au total qui l'emportera. Alors attention sur le bonus d'argent dont je viens de vous parler, si jamais plusieurs joueurs sont à égalité avec le plus d'argent possible, eh bien chacun d'entre eux va marquer les 4 points de bonus. Voilà donc pour Pax, un petit jeu de cartes assez original sur ses principes de majorité, en fait, donc il faut toujours bien surveiller où Rome en est, essayer d'imaginer quelles peuvent être les cartes cachées, ou bien passer un tour pour pouvoir regarder ce qui est caché à Rome pour tenter de l'emporter, regarder aussi ce que les autres joueurs font, peut-être essayer de se concentrer sur ce que les autres ne font pas pour marquer plus de points, mais voilà, donc il y a plein de petites subtilités à prendre en compte. Alors il est à noter qu'on peut jouer aussi en solo, en fait, donc lorsque vous jouez en solitaire, vous allez utiliser uniquement 3 cartes, en fait, de Légion. On mélangera bien sûr toutes les cartes influence en tas, mais on va retirer 30 cartes du paquet qu'on mettra de côté avant de commencer la partie. Comme dans une partie normale, vous placerez 3 cartes tirées au hasard pour représenter la puissance de Rome. Vous-même, vous allez recevoir ensuite 5 aureus de la banque, que vous placerez, enfin aureilles, pardon, de la banque, que vous placerez devant vous. Et vous commencerez comme si vous étiez premier joueur en piochant seulement 2 cartes, choisir celle que vous gardez en main et celle que vous reposez sous le paquet de cartes. Comme dans une partie à plus nombreux, en début de manche, vous complétez en fait les légions, et ensuite vous jouez votre tour normalement, en sachant qu'à la fin de votre tour, eh bien, ce sera de suite la fin de la manche, et donc qu'il y a des cartes qui vont partir à Rome. Alors, les seules règles, c'est qu'en fin de partie, vous devez avoir au moins une carte de chacune des 7 catégories devant vous pour l'emporter. Et en plus, vous pouvez faire donc des parties de plus en plus complexes, avec une première partie par exemple, où vous essaierez d'être plus fort que Rome dans 3 catégories, dans 4 catégories, à la partie suivante, etc. Vous pouvez augmenter petit à petit la difficulté avec quelques petits changements de règles qui sont ajoutés au fur et à mesure du jeu, mais je ne vais pas vous les présenter en détail, c'est assez simple à comprendre. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.